Bon, on va aller droit au but. Pour une fois, je ne fais pas de fourriture. Et les infos que je vais vous donner ici sont importantes et vérifiables. Donc pensez à relayer la vidéo parce que je pense que ça va vraiment concerner tout le monde. Donc le constat actuel, on parle de la retraite. Vous avez vu, on n'arrête pas d'en parler, le déficit record de notre État français, qu'ils essayent de combler. Sachant qu'il y a de fortes chances pour que notre note soit dégradée dans pas longtemps par les marchés financiers, ce qui veut dire que on emprunterait plus cher, donc à un taux plus élevé, donc ça aggraverait le problème. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous explique, hein, mais on a un vrai déficit là. On paye des intérêts sur le déficit. Hein. C'est pas une rigolade. Hein. Donc si on nous dégrade notre note et qu'on nous prête plus cher que maintenant, excusez-moi d'être un peu direct, mais on est mal barré. Mais il y a aussi un déficit de la branche vieillesse. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps qui vous montre, vous avez des éléments qui vous le montrent, des éléments probants. Hein. Donc on a aussi un déficit de la branche vieillesse. Je vous ai montré ça dans la vidéo aussi que je viens d'évoquer, la pyramide des âges, elle est préoccupante parce que on a un problème de renouvellement de population et on a des départs en retraite massifs là qui arrivent. Il va falloir les payer les retraites, c'est pas une rigolade. Je pense que vous suivez l'actualité, on a aussi en ce moment en France des faillites, des entreprises qui ferment, donc ça veut dire des pertes d'emploi, et un emploi c'est aussi des cotisations. Toujours pareil pour la retraite, il n'y a pas que la retraite dans les cotisations, mais la retraite en fait partie des cotisations sur salaire, à la fois des salariés et de l'entreprise. Et puis je vous l'avais montré aussi, les réserves des complémentaires sont très faibles. Je crois que je le fais de mémoire, hein, c'était dans la vidéo sur le constat sur la retraite. Ça doit représenter juste 9 mois de retraite, de versement de retraite. 9 mois, c'est tout. Voilà. Donc avec les pertes d'emploi que je viens d'évoquer là, excusez-moi, on a quand même des soucis à se faire. Donc on passe aux solutions. Alors on va passer très vite sur la moins adaptée pour préparer sa retraite. L'assurance vie, il n'y a pas de levier fiscal, il n'y a pas de réduction d'impôt. Il n'y a pas de... Alors moi, ce que j'appelle ça un levier temporel, c'est-à-dire le fait de recourir à un crédit, c'est-à-dire que le crédit, ça veut dire que j'emprunte de l'argent que j'ai pas. L'assurance vie, si je veux l'alimenter, il faut que j'ai l'argent pour le mettre dessus. Je sais pas si... J'essaye d'être très posé, très basique pour vous expliquer, mais c'est ça, hein, voilà. Donc, il y a un risque en capital, et c'est pas une rigolade, parce que les marchés financiers, il se passe plein de choses dans le monde en ce moment, hein. Et en France et en Europe, il y a aussi, je vous ai évoqué les faillites, c'est vraiment pas une rigolade. En plus des guerres, il y a un risque vraiment sur les marchés financiers pour moi qui est important, et y compris sur le fonds en euros, bien évidemment, parce que dans le fonds en euros des produits financiers, vous avez une partie en dette de l'État. Voilà. Et si ça se dégrade, si ça se dégrade et qu'on nous prête à un taux d'intérêt plus élevé, le fonds en euros, il est mal barré aussi. Je rigole, mais c'est agaçant. Hein, mais... Par contre, ouais, l'assurance vie, c'est bien pour la transmission. Voilà. Mais c'est tout, parce que sinon, ça ne vous fabrique pas un complément de revenu en vue de la retraite. Voilà. Donc je suis passé assez vite. Ensuite, les SCPI. Alors là, on va se dire les choses franchement. Société civile de placement immobilier. Moi, j'ai arrêté d'en vendre à la fin des années 2000 parce que je trouvais que ça prenait de l'ampleur, ça devenait populaire et à la mode. Et puis je voyais autour de moi des immeubles de bureaux, parce que c'est beaucoup ça, qui cherchaient des locataires et qui n'étaient pas loués. Et depuis est arrivé le Covid et le télétravail, donc je me pose vraiment des questions sur les SCPI et immeubles de bureaux. Donc, il n'y a pas de levier fiscal, il n'y a pas de réduction d'impôt, sauf si ça doit exister, je pense, mais ils arrêtent le Pinel, mais je pense qu'il n'y a rien de pire à faire qu'une SCPI en défiscalisation, c'est complètement tordu, mais bon. On va rester sur les SCPI d'investissement de rendement, donc il n'y a aucun levier fiscal, et les loyers sont imposables, voilà, ce qui est logique, puisque c'est des revenus, les loyers, oui, en France, ils sont imposables. Il y a par contre la possibilité d'avoir un levier temporel, c'est-à-dire de financer ça par un crédit, mais les banques en vendent. Donc si vous allez voir votre banque pour dire que vous voulez emprunter pour une SCPI, il y a de fortes chances pour que votre banquier vous dise « Ouais, mais vous achetez les nôtres ». Je dis ça, je dis rien, mais ça dépend des banques, ça dépend des banquiers, mais bien évidemment, forcément, ils ont la tentation de vous vendre leurs SCPI qui ne sont pas forcément les meilleurs. Je suis un peu direct, hein, mais bon, c'est la vérité. Hein.
Effectivement, là, en plus du levier temporel du crédit, il y a le levier des loyers. Mais sur les SCPI, souvent, il y a des frais très importants à l'entrée, la sortie, la gestion. Voilà, c'est un produit financier, hein, donc il faut que ça rapporte aussi à celui qui le gère. Bon, pardon. C'est pour ça que moi j'ai arrêté d'en vendre, hein, j'en ai vendu par le passé, ça s'est super bien passé, puis après j'ai eu des doutes, mais bon. Le démembrement est possible, c'est-à-dire que je peux très bien vous dire, bah, j'ai pas besoin de revenus immédiats si j'ai pas besoin de loyer, parce que je suis pas encore en retraite. Donc je peux acheter ce qu'on appelle la nue propriété, simplement. Donc si j'achète la nue propriété, j'ai une décote, mais qui pour moi n'est pas suffisante. Voilà, je le dis. Mais en contrepartie, j'ai pas de loyer qui tombe. Donc ça veut dire que si je paye cash, bon bah voilà, j'ai payé cash, mais si je prends un crédit, je vais avoir des mensualités à payer et j'aurai pas de loyer en face. Ça peut être une stratégie, hein, je dis pas que c'est pas. Il y a beaucoup mieux à faire. Voilà, moi je vous dis qu'il y a beaucoup mieux à faire, vous allez voir après. Donc effectivement, démembrement possible, j'achète la nue propriété, mais j'ai pas de loyer qui tombe, donc je paye mon crédit, bah il est net. Voilà, il n'est pas compensé par un loyer. Alors, ça me pose un problème. Aucune action possible sur la gestion. C'est-à-dire que vous avez acheté des parts d'un truc qui est géré par une société sur laquelle vous n'avez aucune emprise. Donc, tant mieux si ça se passe bien. Mais si ça tourne au vinaigre, bah, vous n'avez aucun moyen d'action. Voilà. Et ça peut arriver. Effectivement, c'est peu liquide parce que bah, quand vous revendez des parts de SCPI, il faut trouver un investisseur en face. Et chose pas très drôle là, je crois depuis 2023, il y a certaines parts de SCPI dont les valeurs ont baissé. Elles ont été rectifiées à la baisse. Donc ça veut dire que bah, potentiellement vous pouvez aussi perdre de l'argent par rapport à votre prix d'acquisition. Voilà. Mais bon, moi j'aime pas ce genre de truc parce qu'effectivement vous n'avez aucun regard sur la gestion, donc ça ne va pas. Les résidences-services, je vous ai évoqué dans une vidéo récente les problèmes des EHPAD, mais c'est pas les seuls à avoir des problèmes. Donc aucun levier fiscal, parce que la fin, je crois que c'était en 2023, ils ont arrêté le Censi-Bouvard, qui bénéficiait d'une réduction d'impôt moins importante que la loi Pinel, mais il y avait une réduction d'impôt, je crois, jusqu'en 2023, il me semble. Donc il n'y a pas de levier fiscal, mais par contre, il y a la fiscalité très très intéressante, je vous en ai déjà parlé, du loueur en meublé non professionnel, grâce aux amortissements déductibles. Voilà, ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, bah, vous gommez l'imposition sur les loyers. J'ai bien dit que vous gommez, hein. Il n'y a plus... Parce que un loyer, c'est imposable à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Voilà. Donc c'est quand même pas de la rigolade. Mais là, en loueur en meublé, effectivement, l'amortissement gomme l'imposition, ce qui est plutôt pas mal. Il y a un levier temporel aussi, puisque bah, je finance souvent par du crédit. Et puis il y a le levier du loyer qui tombe. Donc ça permet effectivement de compenser le coût. Donc, petite précision, quand je dis levier temporel, c'est-à-dire que j'emprunte de l'argent que je n'ai pas. C'est ça le crédit. J'achète un truc à 150 000, je ne les ai pas, mais c'est le crédit qui va répartir la dépense dans le temps. Donc c'est un très bon levier qui a un coût, mais qui est compensé par le loyer qui va tomber. Et là, en l'occurrence, la fiscalité avantageuse du loueur en meublé. Par contre, pareil, j'ai aucun contrôle sur la gestion, parce que je vous rappelle qu'en résidence-service, votre locataire, c'est la société qui gère la résidence. Donc si ça tourne au vinaigre, si ça se passe mal, et il y a déjà eu des faillites, hein, alors il peut y avoir une reprise, mais quand il y a une reprise par une autre société, je peux vous dire qu'à chaque fois, il y a une négociation sur le loyer, forcément. Donc vous n'avez aucun contrôle sur la gestion, tant mieux si ça se passe bien, ni sur l'entretien, parce que la résidence, ça peut aussi se dégrader si elle est mal entretenue. Donc ce qui fait que vous avez aussi, parce que je l'ai vu plusieurs fois, au renouvellement du bail, et pas que sur les EHPAD, hein, voilà, vous avez Pierre et Vacances, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que Pierre et Vacances, c'est les records du monde. Il négocie surtout, y compris les travaux, enfin j'ai vu des montants de travaux des fois. Et on vous renouvelle le bail, mais attention, hein, il y a 20 000 euros de travaux. Hein. Ah bah sinon on renouvelle pas le bail. Ou pas sur la durée, pas sur une durée ferme. Donc moi j'aime pas ça, parce que j'ai aucun contrôle sur rien. Et effectivement, je peux avoir de mauvaises surprises. Et puis la revente est aléatoire parce que c'est un produit d'investissement. Donc la valeur de revente de votre appartement, de votre logement résidence-service, ça va dépendre du montant du loyer. Voilà, ça va dépendre du rendement. Donc c'est vraiment très aléatoire parce que si jamais le loyer a baissé entre-temps, bah, la valeur elle va baisser aussi. Et puis si jamais la résidence est mal entretenue ou qu'elle a fait faillite, bah, c'est encore pire parce que ça ne vaut plus rien.
Le PER, on est au cœur du débat. On va se dire la vérité là aussi, le plan épargne retraite. Alors, c'est bien au départ parce que vous avez une carotte qui vous incite à y aller, parce qu'il y a un levier fiscal qui est variable, effectivement, parce que c'est pas une réduction d'impôt, c'est une déduction fiscale. Donc, suivant votre niveau votre taux d'imposition, le levier n'est pas le même, l'économie d'impôt n'est pas la même. Mais effectivement, s'il y a effectivement un vrai levier fiscal, et vous allez voir, il est repris à la sortie. Et ça va piquer un peu. Aucun levier temporel, parce que je ne peux pas faire appel au crédit. Ça ne se finance pas par un crédit. Il y a un risque en capital, je l'ai déjà expliqué sur l'assurance vie. Il y a un risque en capital parce que les marchés financiers en ce moment, c'est un peu une cocotte minute. Et puis le fonds en euros, je l'ai dit, c'est des emprunts obligataires, dont la dette de l'État. Donc où est-ce qu'on va? On raisonne sur du long terme quand on parle de plan épargne retraite. On raisonne souvent sur 15, 20, 25 ans. Voilà, on prépare sa retraite longtemps à l'avance. Donc il y a un vrai risque. Alors ça, j'aime pas ça, effectivement, c'est un contrat tunnel, donc vous pouvez pas en sortir avant. Même en cas de changement de fiscalité, si ça tourne au vinaigre, vous pouvez pas récupérer votre capital. Sauf cas exceptionnel, en cas de décès, invalidité, perte d'emploi, enfin bon, voilà. Mais achat de résidence principale aussi, mais le capital est taxé dans ces cas-là. Il est réintégré, je crois, dans le revenu imposable, ça pique un peu. Donc vous êtes coincé, vous avez mis le doigt dedans, il faut aller au bout, et vous le récupérez que le jour où vous partez en retraite. Même si jamais ça se dégrade et que vous dites tout compte fait, c'était peut-être pas la bonne solution. Voilà, sortie. Alors le but, c'est effectivement, quand on prépare sa retraite, c'est de toucher un complément de revenu. Et puis là, c'est logique, la rente est imposable, c'est une rente viagère, donc payée jusqu'à la fin de sa vie. Mais si jamais, alors, il y a aussi la possibilité de sortir en capital, je vois pas trop pourquoi. Parce que si je sors en capital et je voulais préparer ma retraite, c'est-à-dire que le capital, il faut que je le réutilise pour réinvestir ailleurs, pourquoi pas en immobilier. Et si entre-temps les prix de l'immobilier ont bondi, je me dis zut, j'aurais dû faire de l'immobilier dès le départ en fait. J'aurais pas dû. Surtout qu'en plus, la sortie en capital, elle est doublement imposée. Il y a le capital que vous retirez est réintégré à votre impôt sur le revenu, voilà, ça s'ajoute à vos salaires et retraites. Donc, impôt sur le revenu sur les versements, ce qu'on appelle l'impôt au barème, plus un prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, sur les intérêts. Je vous l'avais dit au début, le levier fiscal, il est repris à la sortie, mais sévère. Et puis, enfin, alors, si je veux comparer ça à l'immobilier, qu'on va voir juste après, et que, effectivement, ça semble logique, je veux protéger mon conjoint en cas de décès, je vais sortir en rente viagère, pardon, mais dans ces cas-là, je vais choisir une rente réversible sur la tête de mon conjoint, d'accord ? Et dans ces cas-là, le gestionnaire du contrat, il fait un calcul de risque non plus sur une tête, la mienne, mais sur les deux, c'est-à-dire moi et mon conjoint. Je suis un peu taquin, imaginez que j'ai un conjoint qui a 10 ans de moins que moi. Le risque, effectivement, ils vont le calculer par rapport à l'espérance de vie. Donc ça veut dire qu'en cas de réversion, j'ai un niveau de revenu, de retraite, de rente qui va diminuer, ce qui est logique, puisqu'il y a un double risque. Voilà, c'est calculé sur deux têtes et non une seule. Alors, l'immobilier classique, là on va arriver sur ma pépite, parce que c'est ce que je préfère. Et vous allez voir pourquoi, mais tout est logique. Les gens qui vous vendent des trucs, souvent, ils utilisent des arguments techniques, mais le bon sens est beaucoup plus efficace, vous allez voir. Bon, il y a plus le levier fiscal du Pinel, mais tant mieux, parce que c'est bon, les vidéos sur le Pinel, j'en ai fait assez, et effectivement, ça marche pas. Mais vous pouvez regarder, j'en ai fait un paquet de vidéos avec des exemples très très précis, des vrais exemples réels. Mais en immobilier, on peut aussi utiliser l'amortissement du loueur meublé non professionnel. Et vraiment, c'est pas bête. Alors, tous les logements ne se prêtent pas à ça, bien sûr. Il y a certains types de logements pour certains types de locataires, mais on ne peut pas louer tout en meublé. Et d'ailleurs, j'en profite au passage, ils ont mis un gros coup de cisaille au Airbnb, location courte durée. Moi, j'en ai jamais fait parce que j'aime pas ça, je trouve que c'est trop aléatoire. Enfin, j'en ai jamais fait pour mes clients. Je les ai orientés vers du plus sécurisé. Mais effectivement, il y a l'amortissement du loueur meublé possible sur l'immobilier classique. De la même façon que ce qu'on a vu avant, il y a un levier temporel, puisque l'immobilier en général, on ne paye pas cash, on le finance
par un crédit qui permet d'étaler la dépense dans le temps. Et puis, compensant une partie de ce crédit, il y a le levier du loyer qui va payer une partie du crédit. Ce qui est vraiment pas bête. Alors ça, c'est important. Parce que quand vous achetez un appartement, vous l'achetez à sa valeur réelle. Alors, sauf si vous faites n'importe quoi, que vous travaillez avec n'importe qui. Contrairement à ce qu'on a vu avant, les résidences-services ou les SCPI sont des produits financiers quasiment. Donc leur valeur, pardon, si vous achetez une chambre en EHPAD par exemple, bah, vous achetez ça en fonction du montant du loyer, mais pas la valeur réelle de la chambre. C'est pareil en résidence étudiante, c'est pareil en résidence vacances de tourisme. Donc l'immobilier classique, au moins vous savez ce que vous achetez et vous connaissez le prix du marché. C'est important pour la suite parce que il faut que, en cas de problème, ce que vous avez acheté garde sa valeur. Pourquoi ? Ben, on y vient, parce que on ne sait jamais, pour X raisons, j'en sais rien. Contrairement au PER ou aux autres solutions qui sont SCPI pardon, et bail commercial, là, je peux toujours le revendre. J'ai un appartement qui, alors, encore une fois, à condition de ne pas avoir acheté n'importe quoi, n'importe où, mais je peux très bien récupérer le capital et ne pas aller au terme du crédit. Voilà. C'est quand même un plus important. Il y a un aspect sécurité parce que, effectivement, alors j'ai mis agence, parce que j'en ai testé pas mal, moi, des agences. Pardon, je m'étouffe. Et je reprends mon souffle parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Et là, on est au cœur de mon univers. Et j'en ai testé des agences. Hein. Alors, mais franchement, je suis content d'avoir trouvé celle avec qui je travaille maintenant. Parce que on voit de tout. Je veux pas être méchant, mais on voit tout et des fois du pas bon. Hein, franchement. Et là, c'est rigolo parce que j'ai eu le cas 2 fois récemment de gens qui m'ont dit ouais, monsieur Le Goff, mais moi je préférais investir à côté de chez moi, c'est plus sûr. Ouais. Sauf que si vous connaissez pas d'artisans pour faire les travaux et une agence fiable avec qui vous avez une relation de confiance, vous serez à côté de chez vous, mais si ça se passe mal, ça changera rien. Donc moi je préfère savoir à qui je travaille et avoir des gens de confiance. L'emplacement va faire la différence aussi, bien sûr, par rapport à la demande locative. Donc moi je pars pas dans vous avez des trucs des fois où vous dites ouais c'est moins cher là dans la petite ville à côté. Oui c'est ça. Et moi non. Je reste sur. Alors après c'est mon terrain de jeu, c'est un peu facile. Hein. Et puis la sécurité c'est aussi les assurances. Loyer impayé, dégradation, protection juridique, il ne faut jamais s'en priver, on ne sait jamais. C'est rare comme problème, mais au moins, si vous avez ça, vous êtes couvert. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est la protection du conjoint sans base de revenus. Parce que vous avez vu avant, je vous ai expliqué qu'une rente viagère, en cas de réversion sur la tête du conjoint, sa valeur diminuait, c'est logique, puisque l'assureur, le gestionnaire du fonds, il se dit, j'ai un double risque. Monsieur d'abord, et puis si jamais il décède avant madame et que madame décède 10 ans après lui, j'ai 10 ans de plus de rente à verser. Donc là, c'est pas le cas, puisque le loyer, ça reste le même. Et sans baisse de revenus, puisque le conjoint, en cas de décès, en cas de décès de son conjoint, bénéficie de ce qu'on appelle l'usufruit. Et l'usufruit d'un appartement, c'est le loyer. Voilà. Sans aucun frais. Ça, voilà, Et après, il y a un patrimoine transmis aux enfants. Voilà. Mais c'est vraiment cette solution qui me... Alors, pour moi, c'est devenu une valeur refuge, parce que comme ils arrêtent le Pinel, on ne va plus construire de logements neufs, et à mon avis, il se peut très bien que les prix de l'immobilier grimpent. Voilà, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, mais je le pense.